Si on avait une autorité administrative vraiment problématique qui voulait vraiment s'en prendre aux patrons de presse et aux médias, il aurait tout simplement suffi de dire à la Cour des comptes, s'il vous plaît, ces deniers publics sont allés où? Rendez compte? Simple comme bonjour. Et donc, aujourd'hui, il est important que l'opinion sache que l'objectif final, c'est enfin d'arriver à une cartographie dans laquelle on a les vrais acteurs des médias qui font du vrai journalisme, qui sont dans le secteur, qui bénéficient d'appuis conséquents vis-à-vis de leurs entreprises et que les mécanismes de contrôle de cet appui puissent être effectifs afin que jusqu'à la fin de la chaîne, le journaliste et le reporter qui est à la fin puissent bénéficier de cet accompagnement. Et donc, c'est dans ces mots-là que je vais passer à la deuxième phase pour vous faire une démonstration un peu stimulée des outils que nous utilisons pour vous montrer un peu les réalités du secteur. Avancer l'écran, c'est-à-dire ouais. Là, nous avons l'extraction. Je vais cacher la colonne du nom des entreprises pour ne pas un peu que vous voyez qui a fait quoi, qui a déclaré quoi. Hop. On est sur le tableau Excel de l'extraction des données sur la plateforme Déclaration Média. Ça nous permet de désagréger les données. Et vous voyez déjà que pour 600, chaque média fournit une dizaine d'informations. On est à peu près à 600 données qui sont traitées. Et il y a des données qui ne sont pas traitées par le ministère. Sur les contrats de travail, par exemple, les contrats qui sont téléchargés dans la plateforme sont systématiquement envoyés à l'inspection du travail qui fait un contrôle additionnel de conformité ou pas, et qui peut dire si ces contrats sont conformes ou pas. Et si c'est le visa, c'est un visa vrai ou il y a eu faux ou usage de faux. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pour montrer que le process n'est pas uniquement centralisé au sein du ministère. C'est le même process qui a été fait pour les rédacteurs en chef et les directeurs de publication. L'ensemble des CV sont systématiquement transmis à la Commission nationale de la carte de presse dont le président siège à la commission, qui lui vérifie et qui dit oui, conforme ou pas conforme sur la base des critères établis déjà par les arrêtés fixant et définissant dans la charte des journalistes qui est journaliste. La formation, le diplôme, le nombre d'années d'expérience. Et donc ici, la première simulation, c'est très simple. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, capital. On va sélectionner ceux qui ont un capital, 0 francs, 1 franc, 5 francs, 100 francs. Et on va aller jusqu'à une échelle de 250 000, comme j'ai dit tout à l'heure. En activant ce filtre, comme j'ai dit tout à l'heure, sur 614, il y en a une centaine qui ne remplissent pas le seuil minimal du capital. Ça veut dire que les 500, quel type de capital ils ont? Parfait. Pareil. Dépôt contrat, qui a déposé un contrat de travail ou pas. Si on désactive, on laisse les 8, on enlève. Qui prouve qu'il emploie des gens? 491 n'ont pas prouvé qu'ils employaient. C'est des chiffres révélateurs. Donc, on peut même pousser les données plus loin parce que ça, c'est des contrôles inversés. Et la dernière vérification qu'on va faire ensemble, c'est juste vous montrer les statistiques globaux dans la plateforme DMS. Là, on est dans la plateforme, vraiment. Journaux, 97 journaux. 97 journaux déclarés. Je vous pose la question, est-ce qu'il y a 97 quotidiens dans ce pays? Naturellement, non. Donc, forcément, il y en a les 2/3 qui ne sont pas conformes à la loi ou qui n'existent pas. Pareil, on va vers les télévisions. 74 télévisions déclarées. Quand vous allumez votre télévision, vous allez sur la TNT, vous zappez. Est-ce qu'il y a 74 chaînes de télé?
Il n'y en a pas. Donc plus de la moitié, ce n'est pas des médias. Pareil pour les radios. 253 radios. Vous prenez votre temps, vous sillonnez les 14 régions, vous allumez les fréquences. Est-ce qu'il y a 253 radios? Enfin, pareil, pour les sites web, vous faites le cumul. Ici, pour les sites déclarés. 251. C'est un WhatsApp qui s'affiche, c'est toi? Oui, oui. 251 et 211. Donc, c'est pareil pour les sites web. Donc, voilà en résumé les éléments essentiels de ce rapport qu'on voulait vous présenter ce matin et nous soumettre à quelques questions que vous aimeriez bien nous poser avant de faire un petit résumé en Wolof. Donc, le rapport est mis dans le site web du ministère. Le code QR sera affiché et vous pourrez le télécharger directement. Oui, allez-y, madame. Combien de médias se sont déclarés sur plateforme des 637? Combien, au final, sont déclarés non conformes? Et que faut-il qu'ils fassent? Parce que vous avez l'air de dire qu'ils peuvent encore se mettre en conformité. Que faut-il qu'ils fassent pour pouvoir être déclarés conformes? Merci Léa. Donc à ce jour, il y a 258 médias qui, comme je l'ai dit, qui ont une conformité et une conformité provisoire, je le rappelle, parce que les contrôles vont se poursuivre. Les données, Mustapha est en train de les afficher. Donc 639 globaux qui se sont inscrits, il suffit de faire la soustraction. Le prochain slide vous dit combien ne sont pas conformes. Il y en a à peu près 381 qui ne sont pas conformes. Et c'est très simple, chacun avec le régime juridique qui le concerne. Les médias audiovisuels, pour être en conformité, il y a un nombre d'employés à minima, il y a un capital, il y a un rédacteur en chef, il y a un directeur, il y a la nature des CV à avoir, il y a la convention et le cahier des charges assignés auprès du régulateur, c'est ce qu'on leur demande. La presse écrite, pareil, en plus de l'ours qui doit indiquer le nombre de tirages certifiés par l'imprimeur que nous contrôlons derrière avec les services de renseignement et de l'agence de distribution de presse qui est logée au niveau du Soleil. C'est cela qu'on leur demande, c'est pas diable. Site web également, pareil, je veux dire, et c'est important de s'arrêter sur les sites web parce que dans les dispositions sur les médias en ligne, en plus du rédacteur en chef, du directeur de publication, les sites doivent publier des contenus originaux qui leur appartiennent. Ils ne doivent pas juste faire du plagiat à copier-coller. Mais en plus et surtout, au Sénégal, le dernier alinéa de l'article 172 qui institue les éléments obligatoires des sites web, le site web doit être logé chez un hébergeur au Sénégal. Aujourd'hui, avec l'outil de contrôle des DNS et des adresses IP, je le dis et je le répète, aucun site web n'est hébergé au Sénégal. Aucun. Basile, je te regarde. Ça veut dire si nous, on voulait juste appliquer la loi aveuglément, aucun site web ne serait conforme. Parce qu'ils ne sont pas hébergés au Sénégal et c'est une disposition obligatoire légale. Donc ce qu'on leur demande, c'est simple. Si certains pensent qu'ils sont toujours en conformité, le processus n'est pas à l'arrêt. Ils ont des comptes actifs dans la plateforme. C'est simple. Ils vont dans déclaration dépôt légal dans la plateforme, ils accèdent dans leur compte, ils mettent à jour les données. Nous, on a les pop-up qui nous informent que X ou Y a mis à jour telle ou telle donnée. Ils nous le signalent. On fait les vérifications additionnelles de conformité tout simplement. Mais ce que je dis, c'est très simple, c'est que si on vous a accordé une année pour fournir ces informations basiques et que vous n'avez pas été en mesure de les fournir, c'est que tout simplement, il y a un problème de fond substantiel et que peut-être qu'il faut changer de métier et aller investir le champ de l'agriculture ou de l'élevage ou du tourisme. N'est-ce pas, Léa? Lisa? Une autre question? Oui? Oui? Il y avait une erreur dans le CV du directeur de publication. Oui, que... Il veut dire que c'était pas conforme. Le directeur de publication s'est trompé, quoi. Est-ce que nous, on peut deviner qu'il s'est trompé s'il a mis un mauvais CV? Oui.
Oui, je pense que le process est en cours. Hein. S'il l'a rectifié, comme j'ai dit à Lisa tout de suite, c'est des données que nous avons dans la plateforme et que nous allons vérifier. Mais ce que je veux surtout éviter, c'est que cette conférence serve de podium pour personnaliser les sujets individuellement. Peut-être que vous n'avez pas de problème à poser la problématique et que vous reconnaissez votre erreur, mais peut-être que certains ne veulent pas qu'on parle ici de leur situation personnelle. Donc, il y a des canaux appropriés pour cela et comme on l'a dit, le processus n'est pas figé. Les vérifications additionnelles sont en cours et sont permanentes et régulièrement, il y a des mises à jour et il n'est pas exclu qu'il y ait des mises à jour, effectivement, sur cette deuxième liste provisoire. Prochaine question, oui. Bon, j'avais deux questions, je reviens de Télésénégal. La première question concerne les hébergements des sites web. Avez-vous pris en compte que certains sites existaient même avant que vous créiez cette plateforme? C'est-à-dire les contrats d'hébergement, certains contrats durent presque 10 ou 15 ans même. Donc, avant d'exiger que les hébergements se fassent au Sénégal, avez-vous déjà pensé à cela? La deuxième question concerne les contrats de travail. Quels sont les types de contrats que la plateforme prend en compte? C'est des CDD, des CDI ou des contrats de prestation? Parfait. Alors sur la première question, ça revient à ce qu'on a dit depuis le début. La plateforme ne crée pas de nouvelles règles. La plateforme, elle vient transposer les règles du Code de la presse de 2017. C'est le Code de la presse de 2017 qui dit que les sites web doivent être hébergés au Sénégal. D'autant plus que dans tout code, dans toute loi, il y a ce qu'on appelle des dispositions transitoires. C'est-à-dire, quand cette nouvelle loi arrive, le législateur, il sait peut-être qu'il y a certains, c'est valable pour les médias audiovisuels qui existaient avant, il sait que ces médias-là avaient un certain nombre de dispositions qui peuvent peut-être être en déphasage avec la nouvelle loi. Et dans les dispositions transitoires, le législateur prend toujours la peine d'accorder une fenêtre temporelle pour permettre à ces médias de s'arranger pour entrer en conformité durant cette phase. La plupart du temps, les dispositions transitoires durent 1 année jusqu'à maximum 3 ans. 2017, même si on donne 3 ans, c'est quand la fin de la phase transitoire, c'est 2020. Donc, la problématique revient à ce que je dis. Il y a une méconnaissance des dispositions légales du Code de la presse par les acteurs de la presse eux-mêmes. L'autre point sur les types de contrats, et c'est valable, nous, on n'a pas réinventé la définition d'un contrat. Il y a le Code du travail qui dit qu'est-ce que c'est qu'un contrat de travail. Contrat de travail, c'est une prestation à durée déterminée ou à durée indéterminée, moyennant paiement. La prestation temporaire pour partir, qui est une prestation, vous monnayez vos services intellectuels sur 1 semaine, 1 mois, etc. Le contrat de prestation de service n'est pas un contrat de travail. C'est un contrat de prestation qu'une société peut exécuter ou qu'une personne physique peut exécuter. Et donc, de ce point de vue, on s'est limité à ça. C'est ces dispositions-là. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat? CDD ou CDI, mais pour que le contrat soit valable, il doit être visé par l'inspection du travail. Oui, Lisa, je vais vous donner la parole en dernier. Oui, madame. Oui. Alors, ma question, ça concerne le ministre qui parle aux médias, dit non conforme de cesser toute activité, sinon ils encourent des sanctions. Quelle est la nature de ces sanctions? Alors, le Code de la presse énonce plusieurs types de sanctions. Je vais vaguement les énoncer. Il y a des sanctions qui concernent des amendes. Je pense que les amendes vont de 100 à 500 000 francs pour tout directeur ou rédacteur en chef qui ne remplit pas les critères ou pour tout média qui a un rédacteur en chef ou un dire public qui ne remplit pas les critères. Le Code de la presse énonce dans les articles 192 et 193 les sanctions administratives. 192 concerne bien entendu les circonstances exceptionnelles où on pense qu'un média, dans les contenus de ces messages, pose des problèmes à la sécurité nationale ou à la souveraineté, quand les messages sont subversifs. Et là, il dit l'autorité administrative compétente, et ici, c'est même pas le ministre, même un gouverneur dans une localité, quand un média relaie des informations qui peuvent porter préjudice à la sécurité, un terroriste ou un appel à l'insurrection ou etc., peut tout simplement aller saisir l'émetteur ou saisir le matériel. Et donc, le média concerné, il y a des moyens de recours dans le pays, s'il se sent lésé dans ses droits, peut saisir la juridiction et dire non, le message, c'est pas du terrorisme, c'était de la sensibilisation, rendez-moi mon matériel. C'est des voies légales. Il y a des dispositions additionnelles qui concernent également les médias en ligne,
Aujourd'hui, les médias en ligne qui sont sous un régime déclaratif de conformité, qui, si elles ne sont pas conformes, le Code de la presse, dans la partie des sanctions, stipule que l'autorité administrative, le ministre de tutelle, peut saisir les fournisseurs d'accès à Internet et leur demander de procéder au blocage de ces médias-là et d'en informer le régulateur, l'ARTP des télécommunications et des postes. Donc c'est pareil, le ministre n'a pas ordonné, le ministre a traduit le chapitre sanctions administratives en arrêté. Et je rappelle que quand on rédigeait ce code de la presse, lui, il était en France, il était ingénieur chez SFR, moi, j'étais aux Nations Unies, et lorsque les acteurs des médias faisaient les assises des médias pour demander l'application des dispositions du code de la presse, les acteurs qui sont là et qui aident les médias à avoir un assainissement ou les réformes n'étaient pas là. Certains même étaient en détention. Monsieur Koboy, là, il faut qu'on fasse un résumé en Wolof. Hein? Je voudrais savoir qu'est-ce qui va advenir de ces sites si on a dans le champ d'application de la nouvelle réforme. La deuxième question, c'est sur le fonds d'appui à la presse. Vous avez dit que c'est sur les vraisemblablement pour le second semestre et qui sera porté à 2,7 milliards. Alors, avant votre arrivée au pouvoir, il y avait déjà le budget du Sénégal de 2013 qui avait déjà voté pour 2014 et 2024. Qui est 1,9 milliard. Je voudrais savoir maintenant, qu'est-ce qui va se passer ça? Quel est le mécanisme que l'État et les nouvelles autorités du pays vont utiliser pour que le 1,9 milliard qui avait été voté, pour qu'il soit porté à 2,5 milliards? Est-ce que vous allez d'abord donner le 1,9 milliard d'abord, ou bien vous allez abonder déjà à 2,5 milliards? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez parlé déjà de l'ADPE. Pour la restructuration déjà de 12 milliards, 400 millions déjà de la restructuration de 12 milliards. Je voudrais savoir les critères